Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur A24 News pour ce nouveau numéro d'Hebdo Show algérien. Un numéro que l'on consacre ce soir en majorité à la visite du pape Léon XIV en Algérie. Nous aurons des invités de marque que je vous présenterai un peu plus tard. En attendant, je salue l'équipe qui m'accompagne ce soir, à commencer par Mehdi Rzal. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Nouhed, bonsoir messieurs, un plaisir de vous retrouver. Faisal Mataoui est également avec nous ce soir. Bonsoir Faisal. Bonsoir Nouhed. Il y a également Badis Fnissa. Bonsoir Badis. Salam Azoul, bonsoir. Salam Azoul, bonsoir. Christophe Fro est également avec nous ce soir. Bonsoir Christophe. Bonsoir Nouhed, bonsoir à tous. Et puis il y a Kamel Mensali qui se joint à l'équipe ce soir. Bonsoir Kamel. Bonsoir Nouhed, bonsoir tout le monde. Et on commence tout de suite, mesdames et messieurs, avec l'essentiel de l'actualité. Et pour l'essentiel de l'actualité, messieurs, on commence avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres. Faisal Mataoui. Oui, trois secteurs abordés lors de ce Conseil des ministres. Le premier, c'est le secteur de l'hydraulique. Et Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune a chargé le nouveau ministre, Monsieur Lounes Bouzekza, d'élaborer un nouveau plan de gestion pour ce secteur vital afin d'en assurer la modernisation et de garantir la sécurité hydrique, surtout à l'approche de l'été, et de renouveler et d'actualiser le système de veille du secteur afin qu'il soit efficace. Le secteur minier aussi était au cœur du débat et de l'examen du Conseil des ministres. Le président Abdelmadjid Tebboune a rappelé que le plan économique d'Algérie consiste à faire du secteur minier un secteur vital générateur de richesses. Et le nouveau ministre des Industries minières, M. Mourad Hanifi, a été aussi chargé de faire en sorte que l'Algérie atteigne le stade de l'exportation du phosphate d'ici mars 2027 au plus tard, ce qui constitue actuellement l'objectif économique du secteur, notamment avec l'achèvement des travaux du quai minier du port de Annaba d'ici mars 2027. Et dans le même cadre, le président Tebboune a ordonné le lancement immédiat des travaux de construction des unités de traitement de la matière première de la mine de phosphate de Bled el-Hadba dans la région donc, de Tbessa, dans l'extrême est algérien, parallèlement à l'exploitation des mines. Un autre secteur Nouhed, c'est le secteur des transports. Et là, le président Abdelmadjid Tebboune a rappelé, évoquant un projet du siècle, c'est la ligne ferroviaire liant la ville d'Alger à Tamanrasset sur 2400 km. Le gouvernement donc, est chargé de se concentrer ses efforts pour achever ce projet d'ici la fin 2028. Et dans le secteur d'énergie, le président a demandé une étude de faisabilité sur la création d'un secrétariat d'État chargé des énergies renouvelables, parce que c'est les énergies du futur. Et enfin, le Conseil des ministres a abordé l'approche des élections législatives qui sont prévues le 2 juillet 2026. Et là, le chef de l'État a salué l'évolution positive du rôle des jeunes dans le secteur économique, de la gestion des entreprises et certains secteurs. Et il a appelé les jeunes, et notamment les femmes, à participer activement donc, à la vie politique, notamment en se présentant candidat aux prochaines élections législatives. Merci Faisal Mataoui. On note également aujourd'hui que l'Algérie a perdu un grand homme, une personnalité politique imminente. Je parle bien évidemment du professeur Shamseddine Chitour. Et le président de la République a justement présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion à la famille du défunt Kamal Mansavi. Oui, monsieur, le défunt Chitour était quelqu'un de très qui bénéficiait d'une très grande probité intellectuelle, qui avait des participations dans de nombreuses éditions, de nombreuses revues. En même temps, c'est quelqu'un qui a effectivement apporté beaucoup, notamment ce qu'il a veillé à ce qu'il y ait une transition énergétique en Algérie. Il a été nommé secrétaire puis ministre chargé de la transition énergétique. Et surtout, la dimension énergie en Algérie a été au cœur de la politique de M. Tebboune. Donc, il a eu à confier ce ministère, en dépit du fait qu'il avait sa posture de professeur. Il a laissé énormément d'écrits. C'est quelqu'un qui travaillait beaucoup pour les causes, notamment pour les altermondialistes. C'est quelqu'un qui a énormément participé au débat, que ce soit dans le domaine académique ou le domaine géopolitique. Il a laissé des écrits très importants. C'est quelqu'un c'est une perte pour la société algérienne quand même, et en même temps, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille. Le professeur Shamseddine Chitour, Kamal, le dernier texte a été publié par le journal Moudjahid. C'est son dernier texte, le 13 avril 2026. Il évoquait la visite du pape Léon XIV, la visite historique du pape Léon XIV en Algérie. Et il a rappelé à la fin de ce texte, il y a 2 ou 3 phrases importantes. Il me semble peut-être que c'est une manière de lui rendre hommage. Nous devons nous convaincre dans les faits que nous appartenons à une grande civilisation. Notre pays, a-t-il écrit, quel que soit le nom qu'il avait porté,
a connu l'enfance de l'humanité 2,4 millions d'années. Pourquoi? Le professeur Chitour a cité les fouilles de Ain Hnesh et de Ain Bouchri dans la région de Sétif. Et dans cette région, effectivement, il a été prouvé que ce qu'on a trouvé, des pierres notamment sculptées, datent de 2,4 millions d'années. Ça veut dire que l'Algérie est effectivement un berceau de l'humanité. C'est une civilisation ancienne, donc hommage au professeur Chitour. Hommage au professeur Chitour, Rabbi Rahman, présente nos sincères condoléances à la famille du défunt. On revient également ce soir sur la journée du savoir qui était donc célébrée le 16 avril. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé justement un message à cette occasion, un message au lauréat du prix du président de la République pour le chercheur innovant dans sa deuxième édition, Badis. Écoutez, un président qui récompense ses cerveaux, c'est préparer les victoires de demain. Il est important de le dire, le président de la République, effectivement, à travers cet hommage, à travers ce message, et aussi, mais ce prix, c'est au-delà du prix lui-même, au-delà de la récompense, c'est aussi une reconnaissance de la part du président de la République. Et ce message porte, de mon point de vue, deux signaux importants. Le premier, d'abord, à l'échelle de l'intérieur. Ce message consiste à dire que vous, l'élite scientifique, vous êtes au cœur du projet national. Le message ou le signal à l'extérieur, c'est de dire aussi que la technologie, la science, est un levier de souveraineté. Car aujourd'hui, notre souveraineté ne se limite plus à la souveraineté territoriale, ni à la souveraineté énergétique, ni alimentaire. Elle se dessine aussi sur l'aspect technologique et cognitif. Donc c'est très important et c'est pourquoi le président de la République, encore une fois, accentue ce type de prix pour, encore une fois, laisser place à la science aujourd'hui comme vecteur de développement. Merci Badis. Je vais également vous donner la parole à vous, Christophe Roux. Les pouvoirs publics aujourd'hui, l'autorité, les autorités algériennes souhaitent justement faire de la science un levier central du développement économique et valoriser les compétences nationales. Alors on le voit, il y a une vraie volonté en tout cas d'émerger dans ce domaine et d'exceller en fait dans la science, qui est quand même très important. Et l'Algérie n'est pas en reste dans tous les domaines, et y compris celui-là. Et il est bien, en tout cas, de constater qu'il y a une volonté du président Abdelmadjid Tebboune qui est sur tous les fronts, et on le voit, et qui fait aujourd'hui de l'Algérie un pays qui brille et qui rayonne à l'international, et à l'échelle africaine et internationale. Et ça, c'est que bon, évidemment, à saluer et à encourager. Merci Christophe Roux. Une autre actualité également, mesdames et messieurs, sur laquelle on revient ce soir. C'est le séminaire présidé également le 16 avril par le général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Un séminaire de haut niveau consacré aux menaces extérieures à l'ombre des mutations géopolitiques et technologiques. Faisal. Oui, c'est un séminaire effectivement très très important. Les menaces extérieures à l'ombre des mutations géopolitiques et technologiques, défis sécuritaires et enjeux stratégiques. C'est un séminaire organisé par la Direction générale de la documentation de la sécurité extérieure et qui a abordé effectivement les défis du futur. Et le général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée, a rappelé tous ces défis et a souligné que l'Algérie continue de renforcer sa veille stratégique à travers l'adoption d'approches proactives aux différents défis qui lui garantissent de rester un partenaire international crédible et un acteur actif de son espace géosécuritaire. Et il s'agit aussi de lutter contre les attaques dans l'espace cybernétique. Il s'agit aussi de se préparer à l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est utilisée aussi comme une arme dans les guerres contemporaines, mais également la gestion des données qui est également une donnée sécuritaire importante. Et le débat était très très important lors de ce séminaire. Cette rencontre a eu finalement une très forte portée stratégique, notamment dans la conjoncture actuelle. D'abord, fait marquant aujourd'hui, c'est que la géopolitique et la sécurité ne font qu'un. Elles sont assumées dans la rhétorique militaire au plus haut degré de l'état-major. Ça, c'est pour accompagner les mutations, notamment sécuritaires, géosécuritaires, j'ai envie de vous dire, mais surtout aussi pour démontrer que, au-delà que notre valeureuse armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, est dans la prospective et dans l'anticipation, puisque c'est ça le maître mot aujourd'hui dans ce message. Et d'ailleurs, le général chef d'état-major Saïd Chengreha l'a rappelé à maintes reprises récemment, d'une manière accentuée, d'une manière soutenue, comme pour dire qu'effectivement, il faut que l'Algérie ne subisse pas les menaces ou les mutations aujourd'hui, plutôt qu'elle s'inscrive dans une vigilance structurée
cadrer et éviter effectivement l'improvisation. Donc il est important comme ce type de discours, mais au-delà des discours, c'est aussi mettre au diapason notre armée comme elle le fait depuis des décades pour qu'elle puisse encore une fois relever les enjeux, relever les défis et être encore une fois avec un taux de préparation je dirais à la hauteur des enjeux et à la hauteur des menaces surtout. Oui, c'est aussi le fait que le chef d'état-major évoque les mutations technologiques. C'est aujourd'hui l'une des plus importantes nouveautés dans les guerres et justement dans le règlement des conflits. Lorsqu'il évoque ce chapitre-là, il fait référence au fait que l'armée nationale doit s'adapter à ces mutations. Parce qu'il y a un contexte géopolitique qui s'impose aujourd'hui, notamment dans la région du Sahel, qui est la région la plus immédiate. Et la deuxième des choses, c'est qu'aujourd'hui, le développement technologique inspire et oblige, contraint l'armée justement à développer ses moyens à travers les drones ou à travers toutes les capacités technologiques qui sont utilisées aujourd'hui pour justement prendre en charge ou répondre aux menaces. Très bien, merci Kamal Mansari. On retient également, mesdames et messieurs, que le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a participé cette semaine au forum diplomatique d'Antalya. Faisal Matawi, vous avez des détails sur ce forum? Oui, Antalya Diplomacy Forum, effectivement, depuis 2001, il est considéré comme une plateforme très importante, puisque beaucoup de chefs d'État, de gouvernement, de ministres des Affaires étrangères participent à ce forum qui voudrait remettre l'outil diplomatique au cœur des résolutions du conflit, contrairement à une tendance constatée ces dernières années dans le monde, ça veut dire le recours à la violence et à la guerre. Et d'ailleurs, à cette occasion, notre ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, a eu beaucoup d'entretiens, beaucoup de discussions avec ses homologues, notamment d'Arabie Saoudite, d'Égypte, du Pakistan et du Yémen, et également de Jordanie, où il a été question aussi de plaider et de soutenir les efforts de cessez-le-feu pour que le conflit donc, au Moyen-Orient s'arrête. Et notre ministre des Affaires étrangères a aussi des discussions avec le conseiller principal du président des États-Unis pour l'Afrique et le monde arabe et le Moyen-Orient, M. Massaad Boulos, où il a été question de coopération sécuritaire, la lutte contre le terrorisme en région africaine et en région sahélienne, la consolidation de la coopération donc, stratégique à ce niveau-là, mais également consolidation de la coopération économique et commerciale avec les États-Unis. Et notre ministre des Affaires étrangères également a discuté avec Mme Hana Tetar, qui est la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, chef de mission depuis des Nations Unies en Libye, pour soutenir tous les efforts pour résoudre la crise sécuritaire et politique dans ce pays voisin qui est la Libye. Badis, peut-être un commentaire sur le renforcement de la coopération diplomatique de l'Algérie avec ces autres pays que, donc, on rappelle qu'Ahmed Attaf a rencontré plusieurs de ses homologues. Alors, consolidation, je dirais plutôt, consolidation de la diplomatie algérienne, qui est une diplomatie, ce qui fait la force de la diplomatie algérienne, c'est effectivement la centralité diplomatique et surtout sans alignement. C'est une diplomatie qui, effectivement, occupe aujourd'hui, non pas mais les corridors de concertation, et on le voit bien en marge justement de ces rencontres, c'est aussi comment consolider les perspectives de coopération non seulement bilatérale, mais aussi multilatérale. Et l'Algérie, sur ce plan, elle a quand même une certaine expertise avérée, une expertise reconnue comme puissance régionale, comme plus qu'un acteur pivot, un acteur aussi de force de proposition. Et c'est pourquoi aujourd'hui cette concertation s'inscrit aussi bien dans les conflits latents que comme dans les mutations géosécuritaires et géopolitiques dans lesquelles l'Algérie, en tout cas sa voix compte, et elle est consultée constamment. Aujourd'hui, c'est une opportunité encore une fois pour transcender cette diplomatie toujours au service de l'intérêt national et de l'intérêt de la planète, puisqu'encore une fois on voit que ce melting pot de diplomates prouve que qui courtise l'Algérie dans le sens noble et louable, prouve qu'encore une fois, cette centralité diplomatique, ce poids, notamment géopolitique, encore une fois, au service de la paix, au service de la stabilité, mais surtout aussi au service de l'intérêt commun et comment instaurer un développement durable. Ce poids géopolitique, justement, on y revient, Badis Khnissa, avec la riposte diplomatique qui a suivi la nomination par l'entité sioniste d'un envoyé diplomatique au Somaliland. 12 ministres des Affaires étrangères ont signé une déclaration commune pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'atteinte grave à la souveraineté somalienne. Et parmi ces ministres, on retrouve Kamal Mansari, Ahmed Attaf. Absolument. Donc l'Algérie, à travers cette action, elle est en train de mettre l'Algérie au centre des dossiers brûlants, notamment la question palestinienne, comme on l'a vu,
Et là, on voit un petit peu, l'Algérie veut se dresser. Elle est en train de servir de pivot et de moteur et de catalyseur de cette fronde anti-israélienne qui essaye de s'installer dans la région le Corne de l'Afrique, qui se constitue justement une violation d'abord d'un territoire qui existe. La Somaliland appartient à la Somalie, et en même temps, l'Algérie active le front arabe avec ces 12 pays-là, justement pour mettre fin à cette ingérence dangereuse pour le devenir de la nation arabe, dangereuse pour la région de la Corne de l'Afrique, parce qu'elle monte, on a vu précédemment comment cette base que les Israéliens veulent installer et veulent en même temps contrôler, c'est pour justement contrôler les flux maritimes et aller au-delà de la question géographique vers l'influence politique dans la région, ce que l'Algérie refuse. Cette Algérie de la souveraineté qui défend encore une fois la souveraineté, mais surtout aussi la non-ingérence, véritable principe non négociable. Cette Algérie aussi du vivre ensemble qui aujourd'hui parle à tous. Cette Algérie qui aussi rappelle le dialogue civilisationnel, le dialogue dans la paix et dans la sérénité. Je pense que ce communiqué collectif qui vient aussi asseoir la vision de la diplomatie algérienne, qui, elle, rappelez-vous, lors du Conseil de sécurité, n'a cessé de défendre la souveraineté des États, la souveraineté territoriale, mais aussi la souveraineté politique. Et donc, cela s'inscrit aussi dans le refus et le rejet catégorique de toute fragmentation, notamment de tout État souverain, en l'occurrence aujourd'hui le Somaliland, avec cette reconnaissance unilatérale du Somaliland, avec une affectation où le fait accompli, notamment l'antitationniste, qui veut exporter son conflit à la Corne d'Afrique, et à travers elle, c'est toute l'Afrique qui est visée. Donc l'Algérie dit clairement, avec d'autres pays, encore une fois, qui viennent asseoir cette position constante et cohérente, comme quoi que le Somalie est un pays souverain, est un État qui n'est pas indivisible, mais surtout aussi un État qui est à la Corne d'Afrique, stratégiquement parlant et géopolitiquement parlant, doit être sanctuarisé et sacralisé. Très bien, merci. Merci, messieurs, pour cette première partie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de l'essentiel de l'actualité de la semaine. Place tout de suite donc à la suite de l'émission. Je vous le disais en début d'émission, on se concentre ce soir sur la visite du pape Léon XIV en Algérie. Une visite qui a eu un incroyable écho international et que le Saint-Père lui-même a qualifié de visite bénie. On va y revenir plus longuement avec nos invités tout au long de cette émission. Restez avec nous.
Algérie, terre de paix, la visite du pape Léon XIV en Algérie a donc été une visite symbolique, une visite historique, mesdames et messieurs. Et on va continuer à en parler ce soir. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir sur le plateau d'Hebdo Show Monseigneur Javier Herrera, Corona nonce apostolique en Algérie. Excellence, bonsoir. Bonsoir madame, un grand plaisir de cette invitation et bonsoir à tous les spectateurs. Merci à vous de l'avoir accepté, Excellence. Alors merci donc d'accorder cette interview à Hebdo Show Algéria, l'une de vos toutes premières interventions télévisées depuis votre nomination en Algérie. Excellence, avec du recul, quelle est votre lecture personnelle la plus profonde de cette visite historique? Avez-vous eu peut-être le sentiment qu'au-delà du déplacement pastoral, le Saint-Père est venu reconnaître en l'Algérie une terre de mesure, de dialogue, de haute portée civilisationnelle? Tout d'abord, j'aimerais vous faire part de mes impressions personnelles sur l'expérience que j'ai vécue aux côtés du pape Léon pendant son séjour ici en Algérie. Je peux dire que le pape Léon s'est senti comme chez lui. Mieux encore, j'ai eu l'impression qu'il se considérait lui-même un Algérien pour ses racines historiques qu'il porte à Saint-Augustin. Alors, j'ai trouvé, de mon expérience personnelle, que j'ai trouvé chez lui un homme qui aime ce pays, qui se sent identifié. Et pour confirmer ça, je voudrais citer quelques phrases, quelque chose que lui a dit à les journalistes pendant le vol de Rome, ici en Algérie. Lui a dit « Ce voyage, qui est très spécial pour plusieurs raisons, devait être le premier voyage de mon pontificat. Oui. Déjà, l'année dernière, au mois de mai, j'avais dit pour mon premier voyage, j'aimerais me rendre en Afrique, dont l'Algérie. Et je cite encore. En effet, quand lui s'adressait à la nation algérienne auprès des monuments de martyrs, lui a dit, en effet, je suis très, très heureux de visiter à nouveau la terre de Saint-Augustin. Saint-Augustin offre à notre un point très important de le dialogue interreligieux. Voilà mon expérience. Je pense que nous avons reçu ici Pape Léon comme un Algérien encore qui s'identifie à cette terre et qui lui aimait cette visite, me l'a répété plusieurs fois et était très contente de la réussite de cette visite. J'ai une question pour vous, monsieur l'ambassadeur. Quel est le premier président arabe et musulman à avoir été reçu par le pape Léon XIV au lendemain de l'inauguration de son pontificat? C'est Abdelmajid Tebboune. C'est Majid Tebboune. Quel est le premier pays qui a décidé à visiter en Afrique le pape Léon XIV? C'est l'Algérie. Ça veut tout dire, tout simplement. Donc je répète, le premier président qui a été reçu à l'inauguration du pontificat du pape Léon XIV, ça a été le président Abdelmajid Tebboune. Et le premier pays qui a voulu visiter en Afrique, lors de son voyage, de son premier voyage en Afrique, c'est l'Algérie. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire, effectivement. Excellence, au lendemain de cette visite du pape Léon XIV en Algérie, est-ce qu'on peut dire que finalement l'Algérie sort diplomatiquement renforcée, non seulement comme pays de coexistence, mais aussi comme acteur de stabilité, d'équilibre, capable d'adresser au monde entier peut-être un message crédible de paix et de respect entre les peuples? Il est certain que pendant 3 jours, l'Algérie a fait l'une des médias internationaux. Le monde entier a été témoin d'un message clair et fort lancé depuis les scènes des congrès internationaux. Et je cite encore, parce que j'aime citer le pape, non? Parce que le message... C'est normal, vous êtes là pour ça, vous avez raison. Alors, le pape a dit, multiplions les oasis de paix, dénonçons et éliminons les causes de désespoir, combattons ceux qui tirent profit des malheurs des autres. Il faut éduquer aux saints critiques à la liberté, à l'écoute et au dialogue, à la confiance qui nous fait reconnaître dans celui qui est différent un compagnon de route et non une menace. J'apprécie beaucoup que le pape a dit en plusieurs occasions pendant ici à l'Algérie ou à Danaba que l'avenir appartient à les hommes et aux femmes de paix.
Alors, je pense que cette visite les deux extrêmes de la Méditerranée nous a rapprochés encore pour non seulement du point de vue diplomatique, qui sont très bons et formidables, la relation diplomatique qu'entretiennent Algérie et la Sans-Siège, mais aussi du point de vue de rencontres de cultures, de civilisations et de religions. Vous êtes ambassadeur ici depuis combien de temps maintenant, monsieur l'ambassadeur? Vous avez été... Moins de 3 mois. Comment vous vous sentez, vous, en Algérie maintenant? Comment vous pouvez nous raconter comment vous pratiquez votre foi? Comment est votre vie en Algérie, en fait? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez en paix? Est-ce que vous vous sentez en tranquillité? Est-ce que vous vous sentez heureux d'être en Algérie? D'abord, je suis heureux d'être ici. C'est déjà bien. Bien sûr. Depuis les 23 ans de service diplomatique pour la Sans-Siège, je dois dire que mon expérience à l'arrivée ici à ce pays, je me trouvais bien accueilli. J'ai rencontré aussi des interlocuteurs très attentes, très professionnels du ministère des Affaires étrangères, qui est mon principal interlocuteur. Et la préparation de la visite était un grand succès aussi, de l'intérêt et de la volonté et la générosité et disponibilité de tous les secteurs de la société, en commençant du président de la République et les différents ministères intéressés. Je me trouve accueilli bien chez moi, ici. Toto va bene. Vous êtes chez vous ici? Si. Ah ben c'est l'essentiel. Vous êtes le bienvenu en tout cas. Vous êtes ici chez vous. Votre Excellence, vous avez été ambassadeur partout, un peu partout dans le monde, au Pérou, au Pakistan, au Gabon. Et ailleurs, quelle signification donnez-vous au fait que le pape Léon XIV parle de paix? Il a à plusieurs reprises évoqué la paix à partir de la terre algérienne. Il avait dit aussi que la violence n'aura pas le dernier mot. Quelle signification, quel écho a ce message dans le monde d'aujourd'hui? Je pense qu'on doit décontextualiser les messages que je pense que les rendent encore plus forts. La Sans-Siège toujours a donné un message et un appel pour la paix. Mais ce n'est pas le même message que c'est le message se lance de la siège du Vatican qui est lancé dans l'Algérie. Pour dire l'Algérie a un aspect fondamental. Et un nouvel de l'horizon diplomatique de Sans-Siège, l'Algérie était un contexte formidable pour dire que nous devons dénoncer des personnes, comme le pape l'a dit, dénoncer des personnes qui profitent de la religion pour justifier des actions de guerre. Il a dit la paix est possible quand existe un dialogue, il existe le respect mutuel. Et ce message qui se lance dans l'Algérie, je pense que est encore plus fort. Encore plus fort. De mon expérience que j'ai fait, comme vous venez de mentionner, notamment au Pakistan ou des autres pays, je pense que tout le monde aime la paix. Et nous dénonçons des personnes qui, quelquefois, profitent de la foi pour justifier des actions belliqueuses. Excellence, on revoit les images à l'écran tout au long de cette séquence, de cette visite du pape Léon XIV en Algérie, où il y a eu des gestes forts de considération, d'honneur, d'estime réciproque autour du Saint-Père, mais aussi autour du cardinal Vesco, autour du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Faut-il y voir peut-être un simple langage protocolaire ou, au contraire, l'expression d'une relation de confiance plus dense entre l'Algérie et le Saint-Siège? La visite du souverain pontife, outre le fait qu'elle s'inscrit dans le cadre de relations diplomatiques harmonieuses, fondées sur le respect et la collaboration, constituait une occasion unique de jeter des ponts entre les deux rives de la Méditerranée. L'Église catholique, comme le pape l'a dit dans la Centre de Convention, des discours du Centre de Convention internationale, l'Église catholique, elle aussi, à travers ses communautés et ses initiatives, souhaitait contribuer au bien commun de l'Algérie, en renforçant son identité particulière de pont entre le Nord et le Sud, de l'Orient et l'Occident. Je pense que de cette visite, après cette visite, une conclusion que nous pouvons tirer de ça est que l'Algérie devienne un carrefour. Exactement. Un carrefour, et non seulement pour la région, mais pour global,
pour dire, voilà, l'Algérie et la Saint-Siège sont très intéressés d'établir une relation harmonieuse qui peut être servie comme un exemple de convivence pacifique, de vivre ensemble, comme le président. Très bien, merci Excellence, merci beaucoup. Vous restez avec nous le temps de faire une petite pause et puis on revient, mesdames et messieurs, restez avec nous également.